Hello Iri. Hello Salomé, comment ça va? Ça va et toi? Oui, on vient de passer avec Salomé un super week-end ensemble avec des copains à la campagne, donc on est ravis, c'était trop bien, ça nous a fait du bien. Donc bienvenue sur Populaire Club, le podcast qui célèbre les femmes les plus populaires au monde, et cette semaine, la femme la plus populaire au monde, c'est Fleabag, et potentiellement sa meilleure amie Boo et sa sœur Claire. Chaque semaine, on vous parle d'une série qu'on a aimée, on commente, on fait pas de l'épisode par épisode. Là, on est sur la deuxième partie de la saison 1, donc les 3 épisodes d'avant. Donc si t'as pas écouté l'épisode d'avant, tu peux l'écouter maintenant. Tu peux aussi commenter et t'abonner. C'est parti. Alors, on avait dit la dernière fois qu'on avait laissé Fleabag, qui venait littéralement de se faire pécho par le mec de Claire, et on savait pas vraiment ce qui allait se passer, et donc là on la retrouve toujours en galère, toujours Fleabag, toujours en galère dans son café, et sur cette deuxième partie de saison on va surtout apprendre à connaître sa famille. Ça va être beaucoup moins sur ses relations avec les mecs et la dating life, et ça va tout simplement commencer par une retraite de silence où les a invités leur père, donc Claire et Fleabag, et elles se retrouvent donc là dans cet endroit de méditation où par ailleurs il y a, juste pour le mentionner parce qu'on va pas forcément en parler, juste à côté une retraite qui est que pour hommes qui doivent se soigner du fait qu'ils aient envie d'insulter toutes les meufs de salopes, et je trouve ça exceptionnel. C'est tellement drôle, elles arrivent, elles sonnent à la porte avec Claire, déjà elles sont toutes les deux très blasées d'être là et elles comprennent pas pourquoi leur père les envoie toujours dans des trucs assez bizarres comme ça, et là il y a genre, elles entendent juste genre salope, et genre il y a un blanc et genre elle fait genre yes. Je trouve ça exceptionnel. Ouais, c'est excellent. Enfin, c'est encore une fois comment genre Phoebe là, ou alors Bridge, elle a traité les personnages masculins, et on va y revenir quand on va parler de son père dans la série, mais ils ne sont d'aucune utilité majeure globalement. Ils sont là juste pour être en fait les objets des meufs, et je trouve ça assez exceptionnel. Donc, on veut parler d'abord de leur relation à Claire et Fleabag. Et comme toute relation de sœurs, elle se résume par des fights sur t'es trop proche de moi physiquement, on s'engueule pour les vêtements, il y a beaucoup de tensions entre les deux, des caractères assez différents. On sait pas vraiment trop pourquoi. On sait juste qu'elles ont perdu leur mère et qu'elles ont deux comportements hyper différents. Mais on voit qu'elles ont aussi une relation ultra fusionnelle où, tu sais, elles se comprennent sur des blagues à la con. Enfin, et je sais pas si tu vois ce tout premier moment quand elles arrivent à la retraite, et tu sais, elle unpack ses produits de beauté, la sœur, et Fleabag elle est en mode ça c'est pourquoi. C'est tellement un truc que tu peux faire qu'à ta sœur. Ouais, vraiment la faire chier. En fait, c'est marrant parce qu'elles ont aucune complicité assumée. Mais par contre, on va voir leur complicité dans la manière dont elles vont se faire chier tout le temps et s'insupporter. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment un truc de sœur, quoi, où tu vas vraiment capter cette complicité et cette non-gêne, en fait, le fait que ça te fasse marrer de faire chier quelqu'un ouvertement, en fait. Ouais, de malade. Et du coup, elles vont faire cette retraite. Moi, je me disais, avec qui j'aimerais partir faire une retraite? Je me dis, c'est quand même le pire truc de partir faire une retraite de silence avec ta sœur. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Avec qui tu irais faire une retraite de silence, genre? Déjà, est-ce que tu ferais une retraite de silence? Mais jamais. Ah ouais? Jamais. Mais jamais. Moi, j'adore. Je suis très attirée par toutes ces retraites, ces trucs comme ça. Moi, mon rêve, c'est d'aller faire du kung-fu et qu'on me frappe le matin en mode non, c'est pas grave, faut faire ci, faut faire ça et tout. Mais le fait de me taire, moi, m'intéresse très peu. Ça ne m'étonne pas. Non, mais vraiment pas. Mais tu sais que, figure-toi, je l'ai un peu fait, enfin à demi-mesure, mais quand je suis partie faire mes 3 semaines d'entraînement de prof de yoga, en gros, on était vraiment dans le silence de 5h du matin à genre 10h30 avant que les cours commencent. Donc, pendant toute la pratique de yoga, pendant tout le petit-déj, etc. Et moi, ça m'angoissait. Moi, je suis quelqu'un qui comble les blancs. Et en fait, t'y prends goût. Et à tel point que même au dîner, parfois, personne ne parlait et c'était complètement OK. C'est pas trop creepy? Bah, c'est... À la fois, c'est fou parce qu'en fait, t'attends une proximité avec quelqu'un où c'est pas gênant qu'il y a un blanc. T'attends une sorte de proximité où, voilà, c'est cool. Moi, je trouve ça très, très cool. Mais je sais pas si je pourrais le faire avec quelqu'un. En fait, je sais pas si je pourrais le faire avec quelqu'un que je connais. Je crois que ça m'intéresserait de le faire si je le faisais seule. Ouais. Mais avec quelqu'un que je connais, déjà, je pense que ça me ferait trop rire. Ouais, mais oui. Et en plus, je sais pas, seule. Ou peut-être avec que j'aimerais... toi, Non. littéralement. Ce serait mon pire cauchemar de le faire avec toi, je crois. On serait en fou rire toute la journée, c'est pas possible. Je pense que j'aimerais bien le faire avec mon pire ennemi.
Ça nous réconcilierait, je pense. Je pense à mes pires ennemis. En fait, rien que de passer du temps avec eux, ça me saoule, genre. Bah, je sais pas, moi j'aimerais bien qu'on se taise, qu'on se regarde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se régler entre nous. Je sais pas. Et genre, tu pourrais faire ça avec ta sœur? Oh, non, jamais. Moi non plus. Non, jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je pense que exactement avec mes sœurs, je ferais ce qui se passe dans Fleabag. Je parlerais grave le soir dans la chambre, je débrieferais. Enfin, c'est que ça, moi, mes sœurs. En fait, de la même manière, je le prendrais personnellement que ma sœur ne me parle pas dans la chambre. Ouais. En fait, ça me crée genre trop d'animosité. Enfin bref. Bon, et du coup, elles essayent un peu de tenir l'exercice, mais elles sont plutôt mauvaises élèves. Et surtout, on voit qu'elle retient quelque chose, sa sœur, qu'elle est pas bien. Fleabag, elle voit bien qu'il y a un truc qui est pas net. Et au bout d'un moment, elles se font punir par la directrice. Elles sont dans le bureau, elles sont assises sur les chaises. La directrice leur dit: vous êtes vraiment pas disciplinées, donc maintenant vous allez pas parler pendant 1 heure. Et au bout de 2 secondes, Fleabag, elle lui dit: ok, maintenant tu dois me dire ce qui se passe parce que genre j'en peux plus, il faut que tu me le dises. Et là, sa sœur explose et lui dit: écoute, j'ai eu la promotion en Finlande. Et la promotion en Finlande, c'était une promotion qu'elle rêvait d'avoir dans son taf. Et Fleabag, elle lui dit: mais c'est génial, enfin pourquoi t'es pas heureuse? Et elle lui dit: bah en fait, je vais la décline. Claire va avoir cette énorme promotion et Fleabag va être hyper heureuse pour elle. C'est quelque chose vraiment qu'elle attendait, surtout que sa sœur est quelqu'un d'assez inhibé, qui va montrer très peu de bonheur, qui va même assez peu dire ce qu'elle veut en fait. C'est plutôt ce qu'elle veut pas. Et du coup, Fleabag la pousse à prendre sa décision de partir, mais elle a l'impression que sa sœur est réticente au début pour son mari et pour le fils, surtout qu'à son mari qui a un certain handicap. Qui a un certain handicap, qui a genre une sorte de pervers comme son père, enfin littéralement. Ouais. C'est genre weird. Non mais qui est absolument trop creepy. Et en fait, bon, on va apprendre plus tard dans la série que elle le fait pas en partie pour rester aux côtés de sa sœur. Mais qu'est-ce qui peut nous faire en fait abandonner, à part le lien humain, ses plus grands rêves, nos plus grands rêves? Tu sais quoi, moi je me posais la question et je me disais que jusqu'ici dans ma vie, je n'ai jamais pris de décision qui m'empêchait de faire quelque chose par rapport à ma famille ou à l'amour, mais je sens que quand même, de manière générale, les liens familiaux, tu as forcément cette obligation de tu vas partir 1 semaine avec ta famille parce que sinon ça va rendre ta mère triste, ça va rendre machin. Mais par contre, ne pas décider de partir quelque part, je trouve que Fleabag a complètement raison, surtout quand tu sais qu'il est complètement fucked up son mari. Mais par contre, j'entends qu'elle a très peur de laisser sa sœur seule. Claire. Je comprends pour la sœur parce qu'en fait surtout dans cette partie 2 de saison, tu comprends que c'est un personnage qui est complètement dysfonctionnel et en effet qui est dangereux en fait pour lui-même, voire pour les autres. Ouais. Mais il y a ce truc où moi je sais pas, j'ai l'impression que je reconnais un truc d'attachement. J'ai beaucoup de racines. Et il y a par exemple Jean-Pierre Bacri disait dans une des dernières interviews de sa vie que c'était assez dangereux les racines justement, que c'était pas quelque chose qu'il fallait arrêter de se fixer à ses racines dans la vie, qu'il fallait arrêter de penser constamment à ses origines et tout. Et moi j'ai vraiment ce truc qui m'empêche de partir de racines. J'ai besoin d'être proche des miens, j'ai besoin d'être proche de ceux que j'aime. C'est hyper important, j'ai besoin de savoir d'où je viens absolument, enfin des trucs comme ça. Et je trouve que c'est un truc dont il faut se détacher. Et Claire, elle mériterait en fait de se détacher de ça et de tuer sa sœur psychanalytiquement parlant en fait, de pouvoir en fait se détacher et passer à autre chose, de pouvoir partir et aller vers ses rêves, ce qu'elle fera plus tard dans la série. Oui, bien sûr, mais en vrai, je trouve ça très beau, moi, d'être très attachée à ses racines et d'avoir de l'ancrage. Je pense que si t'es pas attaché en bas, et ça c'est vraiment une pensée plutôt yogi, si t'es pas aligné dans ton chakra du bas, tu peux pas t'élever vers le haut, parce qu'en fait sinon tu vas voler trop haut et tu vas t'éparpiller. Et je pense qu'au contraire, quand on le voit là dans le fonctionnement de leur famille, Fleabag, elle essaye de se rattacher tout le temps à sa famille. En fait, je me rends compte dans cette deuxième partie de saison qu'en fait, on pensait que c'était un enfant qui était hyper indépendant, libre et complètement loin de sa famille. Mais en fait, elle essaye tout le temps de se rattacher à ses racines. Mais en fait, elle a rien pour s'accrocher. Genre, je sais pas si tu remarques. Ouais. Et parce que eux-mêmes, ils ont refondé un peu des nouvelles racines. Sa sœur, elle a refondé un truc avec son mari. Son père, il a refondé un truc avec sa belle-mère. Et elle a tenté de refonder un truc avec son café, mais avec le décès de Boo, et bah mine de rien, elle a un peu rien auquel se raccrocher.
Et c'est pour ça, en fait, qu'elle arrive pas à aller de l'avant, parce qu'en fait, elle est tout le temps en train de faire l'enfant et de chercher l'attention de sa famille. Tu vois ? Peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle dit jamais merde. Ah oui, bah en fait, pour moi, c'est ça. Le schéma familial, il est complètement dysfonctionnel et tout le monde est horrible, littéralement. T'as genre, C'est horrible. t'as vraiment le père qui est une sorte de père complètement handicapé de la communication et des sentiments, mais qui prend soin d'elle par des biais, on va dire, hyper distancieux. Mais même pas kiffant. En plus, c'est même pas comme s'il leur offrait un resto ou un spa toute les semaines. Il les envoie à des espèces de trucs qui n'ont ni queue ni tête. Non mais oui. Et tu sais, il lui dit ce truc, genre, cette scène, elle est horrible. Genre, quand ils vont prendre l'apéro pour la commémoration De la mère. de la mère, et ben il dit « You are my... » Daughters. Et là, tu vois genre sa glotte qui se remonte et tout, et elles deux qui sont en face. Et genre, il y a clairement une sorte de big problème de communication. Et il y a la belle-mère qui est là, qui est horrible, qui est surjalouse de la mère. On apprend juste après qu'en fait, bah, elle la connaissait bien, que c'était la marraine des filles. Et tu comprends du coup pourquoi les filles sont extrêmement en colère. Mais en plus de ça, elle en rajoute des couches tout le temps. Dès qu'on parle de la mère, elle a besoin de changer de conversation. Enfin, vraiment la marâtre, genre en mode la méchante de Cendrillon, tu vois. Et pourquoi personne ne dit rien ? Pourquoi personne leur dit merde ? Parce que bah, chacun a un peu son intérêt. En fait, moi, je pense que Fleabag, c'est trop une enfant et elle, du coup, elle fait des trucs un peu plus sneaky, c'est-à-dire que pour dire merde, elle va aller voler la statuette, elle va la pousser à un moment, la belle-mère va lui mettre une claque. Mais c'est très choquant d'ailleurs parce que le père voit en fait cette claque. Ouais, le père ne voit que la claque, en plus, il voit pas Fleabag la pousser. Pourquoi est-ce que personne ne fait rien dans cette famille ? Par peur de se diviser encore plus après un drame ? Je sais pas, c'est... Bah, j'ai l'impression que le père, il dit rien parce que, comme il le dit après à Fleabag, il dit moi aussi j'ai le droit d'être heureux et laisse-moi recommencer ma vie, genre je suis veuf, j'ai vécu un deuil terrible, donc en fait laisse-moi être avec cette femme et genre l'aimer. Et donc en fait il dit rien, peut-être parce qu'il pense que Fleabag mérite une claque. Ouais. Et est-ce que toi tu trouves que Fleabag mérite une claque ou pas ? Putain, personne ne mérite une claque déjà en vrai, bien sûr. Mais oui, elle mérite une claque. Bah oui. Non mais en vrai oui. Meuf, moi imagine t'es ma pote et t'es belle-mère d'une meuf comme ça, mais je pèterais un câble. Je te dirais que ça rend fou. Bah, je trouve que la belle-mère, elle est presque aussi dingue. Ah bah bien sûr, elle a un pet au casque. Ils méritent tous des claques. Et comme Fleabag mérite une claque, quand, pour faire une mini parenthèse sur la relation avec sa sœur, quand elle est au dîner et qu'elle balance que sa sœur a eu une promotion en Irlande, encore une fois pour faire l'intéressante parce qu'elle a rien à raconter sur elle en vrai, c'est ça qui est terrible. Bien sûr. Elle ramène un beau gosse, elle a rien à dire sur lui parce qu'elle le connaît pas, parce qu'il est même pas au courant que sa meilleure amie est morte, etc. Et du coup elle balance le truc de sa sœur et c'est là que sa sœur explose. Mais tu vois, genre c'est vraiment une famille où il y a plus aucun biais de communication. Et le truc hilarant, c'est le mec complètement débile là, le beau gosse, prends-moi par derrière, il s'appelle, qui sort, il dit ça m'a fait tellement du bien un dîner avec une famille normale. Ouais. Et est-ce que en fait c'est parce qu'il y a plus normal une famille dysfonctionnelle quand tu penses? Mais tellement. Enfin, en fait, je trouve que c'est fou parce que tu le vois complètement. Tout le monde pense que sa famille est complètement dysfonctionnelle, je pense. Et tu le vois en fait quand tu commences à te rapprocher de gens, notamment quand t'as un mec, que en fait tu vas dans une autre famille et que en fait toutes les familles ont cette dysfonctionnalité. Et à vrai dire, je vais te dire, le truc le plus flippant, c'est une famille normale. Oui, je crois qu'il n'y a rien de plus flippant que ça. Ned Flanders, ton voisin, genre le truc qu'il faut le plus flipper du monde. Je crois que c'est ça, le film d'horreur. C'est ça, le truc bizarre. Et c'est rassurant en fait. Tu te dis que c'est normal, on est des êtres humains. Et sur la belle-mère, moi je trouve qu'il y a quand même un truc qui est genre plutôt iconique en fait, et c'est là que ça commence, quand en fait elles vont rendre la petite statuette là. D'ailleurs on l'a pas dit, la statuette, on a dit avec Salomé que c'était l'inspiration de la robe du Met Gala de Hailey Bieber. Allez regarder, s'il vous plaît, c'est hilarant. Elles vont rendre la statuette, donc avec sa sœur elles vont dans l'atelier de la belle-mère et elle regarde ces trucs, et en fait ce que fait la belle-mère c'est assez dingue. Mais elle est hyper forte. Et en fait elle est dingue parce que par exemple dans cette même scène du dîner, elle explique en fait du coup qu'elle va faire une sexhibition, donc une exposition basée sur des références, ses propres références
sexuelle. Donc elle a moulé sur du plâtre le père, l'ex de Fleabag, genre. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. Et elle-même, et en fait, elle est brillante parce qu'elle est ultra narcissique aussi. Elle dit, je pense que les personnes qui aiment mon art ont vraiment besoin de connaître l'évolution de mon corps pendant tant d'années. Elle dit même pas du corps d'une femme, elle dit vraiment du mien, genre. Non, mais en même temps, il faut être très narcissique pour être artiste. Je pense que l'artiste est narcissique. Et si tu n'es pas narcissique, je pense pas que tu es un bon artiste. C'est quand même un métier où tu vas demander aux gens, que ce soit pour l'acteur, l'artiste plastique, le chanteur, tu vas demander aux gens de payer pour voir un truc que toi tu as fait dont tu n'as pas spécialement besoin. J'adore, moi, vraiment, je suis fan. Et il y a ce truc qui est très marrant. Et du coup, la Sexhibition, c'est un truc exceptionnel. La Sexhibition. Non, mais déjà, la Sexhibition. Meuf, je veux que aller à la Sexhibition, en vrai. Meuf, j'aurais payé une blinde pour aller à la Sexhibition. Non, mais vraiment. Et d'ailleurs, c'est dans un bête de spot à Londres, mais oui, c'est trop stylé. Exceptionnel, genre. Mais du coup, Fleabag va y faire complètement bordel, ouais. Parce que sa sœur est pas là en plus, elle comprend pas, il y a son ex qui est là, elle est triste, elle est mal et tout, elle va se mettre en plus sa belle-mère lui demande en fait de faire le service, à peine elle fait autre chose que de servir des coups de champagne, sa belle-mère lui demande de nettoyer, elle est complètement horrible avec elle et elle va finir par boire une tonne. Et là, foutre un bordel pas possible, genre casser des verres par terre et tout. Ouais, c'est chaud. En fait, et ça, c'est un truc où tu vois que Fleabag, c'est un enfant. Oui. C'est un enfant parce que blessé. C'est pas une question en fait. Elle souffre et du coup, elle décide de foutre la merde et d'attirer l'attention parce qu'elle souffre. C'est ça. Ouais, complètement. Bah complètement. Après, elle se fait quand même. Elle s'en prend plein la gueule ce soir. Ah bah elle a raison de souffrir. Est-ce que tu trouves qu'elle devient un peu injuste parce que même si tu détestes ta belle-mère, etc., il y a quand même des formes de politesse. C'est quand même le moment de la belle-mère et elle veut encore la lumière. Est-ce que parfois tu la trouves injuste de faire autant souffrir les autres, en fait, d'entraver complètement toutes les règles et d'utiliser le prétexte qu'elle souffre pour ça? Je la trouve jamais injuste parce que j'ai l'impression, c'est pour ça que c'est très fort en fait cette série, j'ai l'impression qu'à chaque seconde je comprends sa douleur et du coup je suis jamais en mode genre ah putain non, là elle va trop loin et tout. Oui, elle va tout le temps trop loin et c'est le but de ce personnage, mais je veux dire je capte sa souffrance à chaque fois et pourquoi elle fout bordel. Mais le moment où je vais commencer à la trouver un petit peu injuste et à la fois capter encore plus sa douleur, c'est ce soir-là, à ce moment-là, parce qu'on va comprendre ce qui s'est passé avec Boo. Donc en gros, ce qui s'est passé avec Boo, c'est que juste après qu'elle ait pété un câble à l'exposition, elle va parler à sa sœur et elle va lui dire mais pourquoi tu te barres pas en Finlande, tu fais ça pour rester avec ton Martin qui est trop nul et tout, qui a essayé de me pécho, qui a essayé littéralement de pécho, et là sa sœur fait genre mais en fait je peux pas te croire parce qu'il a dit que c'était toi qui avais essayé de le pécho et en fait je peux pas te faire confiance après ce que t'as fait à Boo. Et là on est en mode genre ok what the fuck, et en fait tu comprends que Boo s'est suicidé parce que son mec l'a trompé avec une meuf, mais en fait tu comprends que cette meuf c'est Fleabag, qui a été bourrée, et que cette meuf c'est Fleabag, et là tu comprends tout, tu comprends la culpabilité, tu comprends même parce que en fait tu comprends horrible. Même pourquoi est-ce qu'elle te parle depuis le début, c'est pour fuir, c'est sa voix, c'est elle-même en fait. Et juste par ailleurs, je pense pas que Boo est au courant. Non. Mais du coup, c'est horrible parce qu'elle vit encore plus avec cette culpabilité. Et par ailleurs, tu as utilisé le mot suicide. Au dîner, il y a une fight avec la belle-mère parce que la belle-mère dit suicide. Ouais. Et Fleabag dit accident. Mais du coup, quand tu apprends ça, évidemment, tu peux vite considérer que Fleabag, qui n'a pas vu la scène en direct de Boo qui se jette sous un vélo pour juste se faire mal au doigt, a potentiellement tenté de se suicider. Enfin, c'est littéralement. Et j'ai l'impression aussi horrible. Que les proches des gens qui ont essayé de se suicider ou se sont suicidés aiment utiliser le mot accident. Que c'est beaucoup plus. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose de. Qui est les proches ont envie parce qu'il faut s'accorder avec ça, parce que le suicide est une idée avec laquelle on peut jamais en fait s'accorder, je pense, c'est vrai. Qui est impossible à entendre. Mais toi tu dis que du coup à ce moment-là, quand t'apprends ça, donc qu'elle a couché avec le mec, tu commences à la trouver injuste. Je commence à capter que ce personnage est en fait une galère. Fucked up. Et que, en fait, elle est fucked up, et qu'en fait, c'est horrible parce que elle va fuir, elle va nous prendre, elle va faire des vannes, on va être avec elle pendant tout le début. En fait, Fleabag, on la connaît pas si bien pendant tout le début de cette première saison. C'est sa façade. Elle est drôle, c'est quelqu'un, elle est libre, elle est drôle et tout. En fait, tu comprends que c'est autre chose. C'est une énorme galère, c'est pas quelqu'un de fiable. C'est ça. C'est pas quelqu'un de fiable. Et elle préfère nous faire rire et nous parler à nous plutôt que l'entendre elle-même et s'accorder avec ce truc. D'ailleurs, c'est ce elle va en parler
parler quand elle va parler au banquier. Oui. Est-ce que tu te demandes, en fait, est-ce qu'elle est comme les autres? Est-ce que non? On l'aime beaucoup Fleabag parce qu'en fait, on s'y identifie, mais à la fin, on s'y identifie pas non plus parce que c'est pas quelqu'un de normal aussi. Oui, c'est pas quelqu'un de normal. Et d'un autre côté, tu vois, moi, le moment où on apprend le truc avec Boo, alors évidemment, je trouve ça horrible, mais le truc qui me fait encore plus de la peine, enfin, je trouve ça horrible, la trahison. De toute façon, on en a parlé plein de fois dans le podcast, si vous écoutez notre autre épisode, donc on va pas commenter ça. Mais le truc que je trouve littéralement horrible, c'est ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est que Boo, c'était sa racine, c'était sa famille, et même ça, en fait, elle a réussi à l'arracher, et même ça, en fait, elle arrive à le détruire, et c'est un personnage qui est dans une autodestruction, genre, immense, et en effet, à la fin, elle est dans le café, du coup, avec le banquier qui lui avait refusé le prêt, qui l'avait traité de salope, qui a fini par faire la retraite à côté de Fleabag, et qui maintenant va mieux, et le banquier vient dans son café, en fait, d'ailleurs, la croise au moment où elle est à deux doigts de faire comme Boo, elle est au même endroit et qu'elle va se suicider. Et là, elle lui dit une assez longue phrase qui est une phrase qui, d'après Salomé et moi, résume un peu en fait la série. Elle dit « Je suis littéralement en gros un monstre. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les autres me désirent. Tout ce qui m'intéresse, et c'est ça qui a fait qu'en gros ma meilleure amie est morte. C'est ça qui fait que toute ma vie est un putain de bordel. Et je sais pas si je suis la seule, je ne sais pas si je suis la seule à avoir ce problème ou si alors personne n'en parle et que tout le monde est comme ça. Et dans ce cas-là, il faut absolument que quelqu'un en parle. Et je pense que non, tout le monde n'est pas aussi fucked up, mais tout le monde a ces démons intérieurs-là, en tant que femme, surtout parce qu'on a été objectifié dès le plus jeune âge et parce qu'on a été mise en tant qu'objet sexuel depuis la nuit des temps. Et je pense que quand Phoebe Waller-Bridge a écrit cette série et qu'elle a eu un tel succès, c'est parce que enfin il y a quelqu'un qui a parlé de ce côté complètement fucked up de nous via un regard féminin et via un regard de en fait on n'arrive pas à savoir si on peut lui en vouloir, si on peut pas lui en vouloir, et elle en est victime et en même temps elle en est l'actrice, et donc c'est complètement horrible. Ouais. Et c'est exceptionnel, genre vraiment c'est justement ce que je viens de décrire, c'est la nuance, et il y en a très très peu aujourd'hui en fait, et il y en a très peu en fait depuis, j'ai l'impression, le début des années 2010 ou le 21e siècle, mais il y a un côté très binaire à notre société, et là Phoebe a rajouté la nuance. Tu sais pas où te placer par rapport à ce perso, et il est complexe et il est complet, et en vrai il parle bien quoi de ce qu'on a pu traverser nous en tant que femmes, et de ce qu'elle ressent en fait en tant qu'endeuillée. Voilà, je trouve que c'est pour ça que c'est du génie. Et ouais, de malade. tu te demandes du coup à la fin de cette saison, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'ouvre à nous pour la saison 2? Est-ce que c'est un personnage qui va finalement réussir à guérir? En fait, c'est ça le grand point d'interrogation. Est-ce qu'elle va réussir à guérir? Est-ce qu'elle va réussir à s'ouvrir? Est-ce qu'elle va réussir à se réconcilier avec elle-même? Parce que finalement, en plus, le banquier, ça c'est la fin de la première saison, le banquier lui accepte son prêt. Donc il y a une belle perspective. Et là, il y a un truc il y a la vie qui lui tend la main en fait. Donc est-ce qu'elle va réussir à prendre cette opportunité, ou est-ce qu'elle va la détruire? Bah écoute, on en parle la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté Populaire Club. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fleabag. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À la semaine prochaine. Et pour les populaires girlies que ça intéresse, on fait un événement le 27 juin. On vous mettra les informations sur Instagram. Bisous!